Bonjour à tous, merci déjà de m'avoir invité, merci à Denis et à Karine pour ces présentations. Alors, je vais essayer de prendre la suite et de parler de petites choses en lien avec avec des activités très disciplinaires et très classiques qui peuvent permettre j'espère en tout cas, de faire travailler, de développer l'esprit critique. Euh, alors, Est-ce que ça marche? Ah, j'ai un petit problème technique, c'est bon, ça marche. Je vais essayer de développer un peu trois fils rouges parmi d'autres. Le premier, c'était du coup cette posture d'humilité, là, cette modestie, cette curiosité dont on a parlé, de voir comment on peut la faire vivre. Et aussi parler, Denis en a parlé également, Karine aussi d'ailleurs, de la confrontation au réel et de la notion de preuve. Et puis à la fin, j'essaierai de faire un petit pas de côté en parlant de lien avec l'éducation aux médias et à l'information. Si je parle d'esprit critique, je vais aller assez vite sur certaines diapos parce que c'est très redondant avec ce qui a été dit avant. Mais l'idée, c'est d'équilibrer pour moi les choses entre lutter contre une forme de crédulité et d'identifier des critères pour faire confiance. Si on arrive à faire vivre en fait ces deux postures en classe, il me semble qu'on explicite assez bien ce qu'on entend par le fait de développer l'esprit critique. Cette diapo est extraite d'un parcours magistère sur l'esprit critique dont le lien sera présenté plus loin, donc vous pourrez, si ça vous intéresse, retrouver la référence. Alors, je passe là-dessus, c'est plutôt pour ceux qui vont télécharger les documents après. Alors ici, par exemple, vous trouvez une petite diapo de base que je donne aux élèves sur le test caractéristique de l'eau. Alors, c'est rigolo qu'on en ait parlé juste avant. Je ne pensais pas que qu'on allait faire ce petit lien-là sur une activité très classique, le test de l'eau. Alors, c'est vrai que quand on fait faire cette expérience aux élèves, souvent, moi, en général, je montre avant ce qui se passe avec de l'eau pour le sulfate de cuivre anhydre. Et puis, parfois, je fais comme ça. Après, je demande aux élèves d'aller tester la présence d'eau dans différents. Bon, des fois, souvent, c'est des aliments, ou enfin, on teste un peu plein de choses, quoi. Mais, et puis, j'étais souvent confronté à des élèves qui me disaient oui, mais d'accord, mais là, c'est bleu, c'est pas bleu. Ils venaient me voir, des élèves très sérieux, qui venaient me voir pour me dire mais là, monsieur, c'est bleu ou c'est pas bleu? Et alors, ça m'embêtait quand même vraiment de leur donner la réponse ou de leur dire, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vois? Parce qu'en fait, l'objectif d'une observation, c'est quand même qu'on soit d'accord sur ce qu'on voit. Parce que si on triche sur l'observation, si on commence à pas être d'accord sur ce qu'on voit, forcément, la déduction derrière, elle est biaisée. Et les élèves, ils attendent en fait souvent, ils attendent de nous, ils attendent la bonne réponse quand on fait des expériences. Ils voudraient savoir ce qu'il faut écrire pour qu'on soit content, pour que le prof soit content. Et, euh, et en fait, maintenant, j'essaye d'expliciter en fait avec les élèves que moi, c'est pas ça qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler un raisonnement logique en faisant du je vois que, j'en déduis que, par exemple, comme le disait Karine aussi. Et puis, de dire, si on doute, si on n'est pas d'accord dans le groupe sur ce qu'on voit, si on voit autre chose que ce qui domine dans ce qu'on voit, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Donc, alors, je ne sais pas, par exemple, il y a des cas compliqués, hein. J'ai essayé récemment de faire le test avec de l'encre de Chine. C'est assez intéressant parce que les pigments de l'encre de Chine restent coagulés ensemble et l'eau se diffuse dans le sulfate de cuivre. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui bleuit et une tache noire au milieu. Alors, c'est très, très déstabilisant pour les élèves. On a aussi des questions, par exemple, si vous faites avec de l'alcool à 90, il y a un peu d'eau, mais il n'y en a pas beaucoup. Et, du coup, ça bleuit, mais lentement. Alors, est-ce que c'est pour ça que ça bleuit lentement ou est-ce que c'est parce que l'alcool absorbe l'eau de l'air, par exemple? Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire de dire aux élèves, en fait, on va être honnête, on va être humble, et soit on voit quelque chose auquel on s'attend, qu'on a prévu, soit ce n'est pas le cas. Soit c'est clair, soit ce n'est pas le cas. Et du coup, maintenant, je rajoute une troisième case dans mes observations pour essayer de caractériser cette posture un peu d'humilité, de dire peut-être qu'en fait, on va pas faire de déduction, quoi. Alors, les élèves n'aiment pas, hein, mais comme on en fait beaucoup,
au bout d'un moment, ils finissent par s'habituer quand même à l'idée que je ne vais pas les noter sur le fait qu'ils ont fait la bonne déduction avec le bon produit. Ce n'est pas ça que j'évalue. Du coup, si on fait une autre observation, ben derrière, ça engendre un questionnement, quoi. Est-ce qu'on a une hypothèse? Alors voilà, pour l'alcool à brûler, j'ai une hypothèse. Et des fois, on n'a rien du tout, hein. Des fois, on est juste confronté à une observation qu'on ne comprend pas. Alors, on peut faire ça aussi pour les précipités en troisième, par exemple. Donc, voilà le document que je donne aux élèves en troisième. L'idée, c'est de dire, par exemple, on a quand même souvent des solutions qu'on donne aux élèves pour être du FE2+, et puis il suffit qu'elles aient traîné un peu dans le labo pour qu'il y ait quand même pas mal de FE3+, et que le précipité vert ne soit pas toujours vert. Et d'ailleurs, vert, c'est pas évident parce qu'il y a toujours des élèves qui le trouvent noir, en fait, plutôt, parce que ça arrive qu'il soit très foncé, en fait, ce précipité. Et bah pareil, moi, je dis avec les élèves, bon, bah là, mets ce que tu penses, mets ce que tu vois vraiment, soit transparent, et tant pis si ça ne nous permet pas de déduire quelque chose. Alors, évidemment, derrière, dans des exercices, je ne vais pas, je vais leur donner des cas, je leur dis toujours, on va se donner des cas un peu types, des cas simples, mais quand on est en train de faire les expériences, on est dans la confrontation au réel, et le réel est complexe. Donc, il y a des paramètres qui changent, il y a d'autres choses qui viennent un peu interférer dans ce qu'on voulait, dans ce qu'on désirait un peu voir ou mettre en évidence. Je sais que moi, ça m'a permis en fait d'officialiser comme ça le fait qu'il y avait un troisième cas dans ces observations. Ça m'a permis vraiment d'enlever plein de moments de gêne que j'avais avec mes élèves, où j'avais dit ah oui, mais là, bon, on va dire que c'est vert. Puis souvent, on n'a pas le temps parce que les choses vont très vite, on a beaucoup d'élèves à gérer, etc., etc. Donc, ça m'embêtait quand même de perdre en scientificité dans ce que je disais aux élèves, juste pour des histoires de gagner du temps, quoi. Toujours dans cette idée de posture d'humilité, alors je mets ici une liste de questions. Je ne sais pas si vous savez répondre à ces questions, mais moi, en tout cas, le jour où les élèves me les ont posées, puisque c'est des questions qui m'ont été posées par les élèves, je ne savais pas répondre à ces questions. Et en fait, je trouve ça intéressant de leur dire d'officialiser le fait qu'en fait, j'en sais rien. Et que peut-être que je vais avoir le temps de faire comment dire, une recherche pour essayer de trouver la réponse. Peut-être que je n'aurai pas le temps. Peut-être aussi qu'il n'y a pas de réponse, on va y revenir. Et en tout cas, ce qui me semble très important, c'est de valoriser un peu le statut de notre parole en tant qu'enseignant, en assumant que parfois on ne sait pas. Et je trouve que ça ne nous dévalorise pas. Alors évidemment, si les élèves nous posent 1000 questions et qu'on sait répondre à aucune, ça pose quand même un problème. Mais si régulièrement on dit qu'on ne sait pas, à partir du moment où on amène beaucoup de savoir à côté, ça me semble plutôt valoriser le statut de savoir de ce qu'on raconte et non pas notre simple opinion, quoi. Je dis ça aussi parce que parfois on a des questions et les questions n'arrivent pas par hasard. Les élèves nous les posent parce qu'ils ont vu une vidéo, ils ont vu un documentaire, ils ont vu des fois un article dans un magazine scientifique. Et en fait, il est possible que les élèves en sachent plus que nous. Si je prends la première question ici, il est possible que l'élève me la pose parce qu'il a lu un article sur une étude sur l'axe de rotation d'Uranus et qui ne se souvient plus très bien de la réponse. Mais si je lui dis on n'en sait rien, c'est une question qui n'est pas tranchée, ce que va retenir l'élève, c'est que je ne suis pas au courant en fait qu'il y a eu une étude, et ça va plutôt dévaloriser ma parole. Alors, je vous propose par rapport à ces questions auxquelles on ne sait pas répondre, de faire une distinction entre deux, voire entre trois cas. Des fois, on ne sait pas parce qu'on n'est pas au courant de où en est le consensus scientifique à ce sujet. C'est je ne sais pas si on sait. Je ne sais pas si on sait pourquoi Uranus a un angle d'inclinaison de 82 degrés. Si j'ai le temps, je peux essayer de retrouver, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident de trouver une info très technique. Soit elle a été vulgarisée, mais je ne vais pas aller lire toutes les études qui sont faites sur le sujet, s'il y en a, et peut-être même que je ne peux pas les comprendre, ces études. Donc, ce n'est pas évident pour moi d'aller chercher cette information. Parfois, ça l'est, hein. Donc ça, c'est le premier cas. Je ne sais pas si on sait. Et puis parfois, il y a
il y a plein de choses qu'on ne sait pas, hein, donc je pense qu'il faut l'assumer. Et parfois, c'est intéressant parce que c'est je ne sais pas parce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, le consensus scientifique sur le sujet n'existe pas. Alors, en collège, moi, j'ai un exemple que j'aime bien montrer aux élèves. Il y a une petite vidéo de chercheurs du CNRS qui est sortie en 2020, qui explique qu'une nouvelle étude sur l'origine de l'eau sur Terre. Et en fait, donc en gros, il y a deux hypothèses. L'hypothèse qui dominait, on va dire, jusqu'en 2020 sur l'origine de l'eau sur Terre, c'était un apport dans un deuxième temps, que l'eau arrivait pas via les phénomènes d'accrétion initiale, mais plutôt parce qu'il y a des comètes et des météorites qui arrivent dans un deuxième temps. Donc l'eau arrivait, n'était pas présente dans la formation initiale de la Terre. Et là, ils ont une nouvelle étude qui est sortie qui dit en fait c'est possible que l'eau se soit créée via des réactions chimiques à partir d'atomes d'hydrogène et d'oxygène qui soient présents dans les roches, les premières à s'être agglomérées. Et du coup, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est de leur dire, du coup, on a deux hypothèses, et puis, pour l'instant, on ne sait pas. Et d'ailleurs, c'est possible que les deux soient justes, que les deux hypothèses soient complémentaires, quoi. L'un n'exclut pas l'autre. Donc, ça, c'est un autre cas, c'est je ne sais pas, car on ne sait pas. Et alors, ça arrive aussi souvent en astronomie que les élèves puissent, comme ça, poser des questions qui sont en fait très, très compliquées, quoi. Parce qu'ils ils ont regardé un C'est pas sorcier ou ils sont abonnés à un magazine scientifique, ils vont nous poser des questions sur la masse manquante de l'univers. Moi, j'ai souvent quand même des élèves comme ça qui me posent des questions de recherche actuelle sur lesquelles j'ai absolument aucune réponse. Et en même temps, je trouve que d'assumer qu'on ne sait pas, que la communauté scientifique ne sait pas, c'est aussi donner beaucoup de valeur à ce qu'on va dire quand on sait, quand la communauté scientifique sait. C'est-à-dire comment dire, en négatif, je trouve que c'est valorisant par rapport à ce qu'on dit le reste du temps. Petite parenthèse théorique par rapport à cette histoire de posture d'humilité, il y a un petit livre alors qui est à droite ici, là, Savoir, opinion, croyance, qui est adressé aux enseignants, un petit livre de Guillaume Lecointre, Karine en a parlé tout à l'heure, de Guillaume Lecointre en tout cas, il présente en fait 6 attendus cognitifs du savoir scientifique dans ce livre, et il le présente comme étant quelque chose de commun à la science, de manière générale. C'est-à-dire que même si un sociologue, un linguiste, un chimiste, un biologiste ou un historien ne travaillent pas avec la même matière, avec les mêmes objets d'étude, qu'est-ce qu'on leur demande, en fait, quelque part? On leur demande de respecter certains attendus. Et que s'ils ne respectent pas, ça va être un travail moins scientifique, sans forcément l'éliminer complètement, mais en tout cas dévaloriser le travail. Et il y a trois de ces attendus, je ne vais pas tous les passer en revue, mais on en verra d'autres plus tard. Il y a 3 de ces attendus qui sont le scepticisme initial concernant les faits, c'est l'idée qu'on ne va pas décider à l'avance de ce qu'on voit. Et ça, je pense que c'est vraiment important de dire qu'un scientifique, il n'est pas là pour prouver une idée préconçue, quoi. C'est vraiment une démarche, c'est vraiment une démarche à l'envers, en fait, si on arrive en disant on va chercher à prouver que. Alors déjà, on a vu tout à l'heure, on a parlé Denis a parlé de à partir de combien de répétitions d'expériences on finit par estimer qu'on peut généraliser quelque chose. Donc, ça pose des questions de validation d'un résultat. Mais en tout cas, c'est aussi leur montrer qu'on raisonne à l'envers et que nous, on va chercher à voir les choses et pas à les décider à l'avance. De la même manière, il y a l'idée d'être transparent sur les procédures et il y a le fait de prendre en compte tout ce qui est disponible et pertinent au regard de la question qu'on se pose. Moi, je simplifie ces 3 idées-là en disant, voilà, on va travailler au collège en parlant de posture d'humilité, d'être humble, d'être modeste, du coup, de rendre tout transparent sur ce qu'on fait, de ne pas tricher. Voilà. Souvent, je résume ça aux élèves en disant, on ne va pas tricher, on va voir ce qui se passe, on ne va pas décider à l'avance. J'aimerais maintenant, du coup, enchaîner sur l'idée de cette confrontation au réel et de la notion de preuve. Alors, Denis et Karine en ont pas mal parlé, on parlait de l'échelle de la preuve. Alors, on va voir déjà
quelques exemples aussi très simples. Si je prends sur un programme de 6e, de se demander quelle est la bonne explication du phénomène des saisons. Quand je demande aux élèves, j'ai toujours comme explication pourquoi il fait plus chaud, par exemple, en France, pardon, en juillet qu'en janvier. Ben, j'ai toujours des élèves qui me disent en juillet, la Terre est plus près du Soleil qu'en janvier. Donc, et ça, alors là, je suis sûr que cette réponse va sortir dans toutes les classes. D'ailleurs, je me débrouille pour leur donner la parole au départ, leur demander alors quelles sont pour vous les observations des saisons, les explications, on écrit tout et on se rend compte que cette explication-là sort systématiquement. Et cette explication-là, elle a un intérêt, c'est qu'elle explique très bien la première observation, peut-être la plus simple, peut-être celle qu'on a fait le plus tôt dans notre enfance, qui est de se rendre compte qu'en juillet, en France métropolitaine, il fait plus chaud qu'en janvier. Et bien du coup, elle ne sort pas de nulle part, en fait, cette explication. C'est l'explication fausse numéro 1 ici. C'est l'explication d'un raisonnement par analogie par rapport à un feu. Quand je m'approche ou je m'éloigne d'un feu, moi, je suis plus ou moins chauffé par le feu. Et du coup, voilà, c'est assez logique, en fait, que cette explication sorte. Le problème de cette explication, c'est qu'elle n'est pas compatible avec une autre observation qu'on ne peut pas faire directement, pour le coup, mais dont on peut avoir des témoignages, des traces, et puis qu'on peut recouper, qui est le fait qu'en Australie, il fait plus, c'est en janvier qu'il fait plus chaud, alors au sud de l'Australie, hein, si on veut être précis, plutôt qu'en juillet. C'est la fameuse inversion des saisons entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et que ça vient invalider notre explication. Et alors moi, je passe beaucoup de temps avec les élèves à leur dire, vous voyez, en fait, là, on avait deux explications et finalement, là, une nouvelle observation, la confrontation au réel, à la réalité, le monde nous permet d'éliminer une explication. Alors, on ne va pas la garder, cette explication 1, parce qu'elle ne marche pas, et elle ne marche quand même vraiment pas bien du tout, avec une observation qui est fondamentale. Alors, évidemment, on a une explication 2 qui est plus compliquée. L'axe est incliné. Alors, on pourrait parler de l'incidence des rayons, de la variation de durée jour-nuit en fonction des saisons, etc. Après, on passe évidemment du temps avec les élèves à travailler l'explication 2, à montrer qu'elle fonctionne quand même bien pour expliquer les différentes observations. Mais je pense que c'est très important de montrer aux élèves que voilà, l'explication 1, on l'élimine parce qu'on la confronte au réel. Et là, on est pour moi dans l'explicitation de c'est quoi une démarche scientifique aussi, de se confronter au réel. Alors, Denis et Karine en ont parlé, c'est une autre idée aussi pour cette idée de la preuve et de se confronter au réel, c'est d'aller tester les illusions d'optique. Alors, je remets le lien là, vers une activité du cortex qui détaille vraiment voilà, cette idée-là. Ici, par exemple, bon, là, c'est l'illusion du lac. Donc, vous voyez probablement un lac sur cette image, alors qu'en fait, c'est un muret blanc. Je suis désolé. Et si on regarde en bas, là, si vous voyez ma souris, tout à l'heure, ça marchait pour Karine. On a un petit caillou ici, et là, on a l'ombre du mur. Et quand on monte ici, c'est une paroi verticale blanche. Et là, on arrive en fait sur le dessus du mur qui est éclairé. Bon, voilà, alors avec les élèves, je passe du temps, je fais une séance en 6e où je passe 1 heure ou 1 heure et demie sur le fait qu'on se plante, on 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 se plante. Et l'idée n'est pas d'instaurer une méfiance généralisée, encore une fois. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fait pour moins se planter. Et évidemment, c'est ça qu'on va essayer de mettre en place derrière en classe quand on va mettre des méthodologies scientifiques en place. Donc, l'idée d'une activité comme ça, c'est de montrer que notre expérience personnelle, notre observation, on a beau être de bonne foi, on a beau essayer de ne pas se tromper, on a beau, comme disait tout à l'heure Denis, essayer de décider que ok, la barre ne change pas de couleur, la barre en grisé, on la voit quand même de couleurs différentes. Donc, il faut admettre qu'on a nos limites et que notre expérience personnelle peut être biaisée, peut être faussée. Et pour ça, le but d'une étude scientifique, c'est d'essayer d'éliminer les erreurs en étant dans des processus collectifs, dans des processus méthodologiques. Comment on peut faire pour faire moins d'erreurs? Évidemment, alors moi, là, j'ai une version simplifiée
d'une échelle de preuve. L'idée de cette échelle de preuve, qui est un outil à la base qui vient de la médecine, c'est pas de dénigrer l'expérience personnelle des gens, hein. Je dis ça parce que ça peut être mal interprété comme ça. Notre expérience personnelle à chacun d'entre nous, c'est bien ce qui nous intéresse le plus finalement au quotidien. On cherche à être bien, à être heureux, ou je ne sais pas quel est votre objectif de vie, mais en tout cas, c'est bien notre expérience personnelle qui nous est la plus précieuse. Mais c'est quand on va interroger la notion de preuve que tout d'un coup, notre interprétation spontanée des choses n'est pas forcément la preuve la plus fiable. Donc, il faut bien le présenter comme ça aux élèves pour éviter un peu de tomber un peu dans des raccourcis. Moi, je fais qu'une seule ligne, consensus scientifique et études répliquées. Bon, parce que j'ai des sixièmes, l'idée n'est pas de détailler ça. Comme je disais, tout ça, ça vient de la médecine. Moi, le fait du coup, les échelons en fonction des sciences, moi, j'aime bien, ne sont pas toujours les mêmes. Donc, moi, j'aime bien avoir quelque chose de très simple comme ça pour que cette carte, elle puisse être réutilisée en histoire, elle puisse être réutilisée en SVT, elle puisse être utilisée de manière générale dans toutes les disciplines scientifiques. Je vais vous présenter une autre utilisation de cette échelle d'épreuves, avant et après une démarche expérimentale. Alors, encore une activité très classique de collège, que vous pouvez faire en sixième ou en cinquième, c'est de dire quelle est la masse d'un litre d'eau. Voilà. Quelque chose, voilà et puis la question de base. Je demande aux élèves de formuler des hypothèses. Alors, je vous en ai écrites quelques-unes ici. Mon père dit qu'un litre d'eau pèse 1 kilo. J'aide mes parents au marché. Je pense qu'un litre d'eau pèse à peu près entre temps et temps. J'en sais rien. J'ai mis 100 grammes au hasard parce que vous me demandez d'écrire un truc. On a ça comme type de réponse. Pourquoi j'ai ça comme type de réponse? Parce que je les pousse à écrire quelque chose. Je les force un peu à me dire ce qu'ils pensent. Alors voilà le document que les élèves ont. Je leur dis, écrivez-moi une hypothèse. Écrivez-moi, je pense que la masse d'un litre d'eau vaut... Et là, je les laisse écrire quelque chose. Alors, il y a des élèves je demande toujours s'il y a des élèves qui n'ont aucune idée de quoi écrire. Alors, dans ces cas-là, je leur suggère d'écrire 50 tonnes ou 0,1 gramme. Et là, les élèves ne sont pas d'accord, évidemment, parce qu'ils veulent toujours écrire quelque chose souvent, ils sont un peu dans cette logique d'essayer de me faire plaisir. Ça les gêne d'écrire quelque chose dont ils ne sont pas convaincus. Alors, justement, c'est l'occasion pour moi d'expliquer ce que c'est qu'une hypothèse. C'est-à-dire que 50 tonnes, c'est quand même pas crédible. C'est pas très crédible par rapport à notre expérience personnelle. On parlait de principe de parcimonie tout à l'heure, ça colle pas trop avec tout ce que je connais jusque-là, quoi. Donc, je leur montre qu'ils ont quand même en fait une idée de la masse d'un litre d'eau. Ils n'ont peut-être pas une valeur précise à me donner, mais ils peuvent me mettre quelque chose qui leur semble crédible, qui leur semble cohérent. Et une fois qu'ils ont tous comme ça écrit quelque chose, je leur demande de cocher un peu les cases. Alors, parfois, j'ai quelques élèves qui n'arrivent pas à rentrer dans les 4 premières cases à gauche, là, mais c'est assez rare. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé une case autre. Mais la plupart du temps, en fait, ils sont dans une de ces 4 situations-là, quoi. Parce que quelqu'un leur a dit, parce qu'ils le pensent, mais ils ne savent plus vraiment pourquoi ils pensent ça. Comme je dis aux élèves, on fait un peu de métacognition, quoi, à ce moment-là. Pourquoi pense-t-on ce que l'on pense? Il y a plein de choses sur lesquelles on a un avis, mais on ne sait plus vraiment pourquoi. C'est-à-dire, soit c'est quelque chose qu'on a entendu, mais bon, voilà, on n'en a pas gardé un souvenir très clair. Soit quelqu'un nous l'a dit, mais on ne sait plus vraiment quand, comment. Soit c'est quelque chose qu'on a vécu nous, mais on mélange un peu, etc. Donc, il n'y a pas de problème, en fait, à ne plus savoir pourquoi on a un avis sur quelque chose, au départ, évidemment. Ensuite, il y a des élèves qui ont fait l'expérience chez eux. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est l'occasion de discuter de est-ce que c'est une expérience scientifique ou pas, de faire une expérience chez soi. Donc, si je vous donne des exemples, alors voilà, pareil, je ne vais pas tout lire, mais on discute beaucoup avec les élèves sur le fait que si j'ai fait l'expérience chez moi, eh ben, en fait, c'est plutôt une expérience personnelle, parce qu'il n'y a pas eu de processus méthodologique et collectif pour corriger ce que j'ai fait, ni pour relire mon protocole, ni pour analyser mes résultats. Donc, ce n'est pas une expérience scientifique que de faire chez soi tout seul avec une balance les choses, même si ça se trouve, on ne s'est pas planté, mais en termes de statut de preuve, on n'est pas au niveau de l'expérience scientifique.
Une fois qu'on a ça, on passe du temps à construire avec les élèves un protocole. Et là, je passe beaucoup de temps sur le fait qu'on va le construire collectivement. Donc, alors, on remplit l'éprouvettes, quand est-ce qu'on fait une tare? Est-ce qu'on fait une tare ou est-ce qu'on fait 2 mesures? Alors, il faut qu'on fasse tous pareil, de manière à pouvoir comparer nos résultats en ayant tous suivi le même protocole derrière. Ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le protocole dont le but est d'éliminer le plus d'erreurs possible, on se retrouve avec des résultats. Alors, on note les résultats de tous les groupes, on fait des commentaires, parce que parfois, il y a des résultats aberrants. Par exemple, là, il y a le 1,2 kg, qui, si vous utilisez des éprouvettes de 250 millilitres et vous oubliez de faire la tare ou vous pesez l'éprouvette, ben, vous vous retrouvez en gros avec autour à peu près, suivant les éprouvettes, d'1,2 kg. Et ça, c'est une erreur qui est intéressante parce que c'est un résultat qui paraît aberrant dans la liste des résultats qui vont tous approcher, on y reviendra, 1 kg. Mais celui-là, on peut l'éliminer parce qu'on a une explication de pourquoi ce résultat est entre guillemets, en dehors du reste, aberrant. Par contre, parfois, on a des résultats qu'on n'arrive pas à éliminer. On n'arrive pas à dire pourquoi des élèves ont trouvé globalement plutôt 870 grammes. Alors, on peut faire une hypothèse, on peut dire peut-être qu'ils ont perdu de l'eau, peut-être qu'ils ont renversé de l'eau sur la balance au départ et que du coup, dans leur mesure derrière, eh ben, ils avaient perdu de l'eau, etc. Donc, ils ont une valeur plus faible. Bon. Ce qui me semble intéressant, c'est de leur dire, est-ce qu'on arrive à un résultat commun qui est environ 1 kg, est-ce qu'on est tous d'accord ou pas? Où est-ce qu'on se situe maintenant sur l'échelle des preuves, une fois qu'on a tous fait ça? Alors, on parlait tout à l'heure de est-ce qu'on peut faire une étude scientifique en classe? Il me semble que de temps en temps, en collège, à faible niveau, sur des questions simples comme celle-là, on n'est quand même pas loin de la rigueur d'une étude scientifique. Alors, on pourrait débattre parce qu'il n'y a pas de peer review, il n'y a pas de, même si on essaye de le faire quand même un peu, mais il me semble, moi, je leur dis en tout cas ici, voilà, vu toutes les précautions collectives, correctives, méthodologiques qu'on a prises, on peut estimer qu'on a fait une étude scientifique. Si jamais on est tous, que chaque élève en fait a fait une étude scientifique, et si jamais tous les groupes sont d'accord et qu'on n'a pas de résultats aberrants, eh ben, on peut dire qu'il y a une évidence qui semble ressortir de toutes les études qu'on a menées. C'est ça, c'est cette évidence qu'on va appeler consensus scientifique, quelque chose qui semble être dominé dans les résultats des différentes études. Et du coup, des fois, j'estime, c'est un peu une simulation évidemment, mais j'estime qu'on est au niveau 4 de preuve au niveau consensus, donc ici que j'appelle consensus scientifique. Du coup, je demande aux élèves, est-ce que vous avez changé d'avis par rapport à votre hypothèse de départ? Alors, évidemment, ça peut être oui, non, ou ça peut être pas. On a précisé l'avis parce que j'avais donné toute une plage au départ et qu'1 kilo était compris dedans. Bon. En tout cas, je leur dis, est-ce que maintenant on a une meilleure preuve pour donner notre avis sur cette question qu'on l'avait au départ? Et évidemment, en général, la réponse est oui. Mais c'est intéressant de voir aussi quels élèves arrivent à suivre cette logique-là. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de dire, est-ce que c'était utile de faire tout ce qu'on vient de faire pour les élèves qui avaient déjà l'idée d'avoir 1 kg au départ? Et cette dernière question-là, avez-vous une meilleure preuve? Elle permet de montrer que bien sûr que c'était utile de faire ça. Parce que toute la rigueur de la science et toute la solidité est derrière ça. Si on pouvait se contenter d'avoir une vague opinion sur un sujet et de plus vraiment savoir pourquoi et de se dire, bon, bah, tant pis, c'est une preuve, c'est quelque chose de fiable, finalement, quelle serait l'utilité d'aller à l'école écouter des profs qui sont censés faire redescendre un consensus scientifique? Nous, notre rôle en tant qu'enseignant, comme celui de tout expert, entre guillemets, de tout vrai expert, ça je tenté de dire, ça serait de dire, bon, bah, le consensus scientifique, c'est ça. C'est pas mon expérience personnelle, c'est pas ma longue vie qui fait que je suis légitime pour vous parler, c'est parce que les programmes et ma formation m'ont donné des connaissances sur l'état du consensus scientifique sur un sujet. Voilà, donc ça permet de valoriser, il me semble, notre parole. De manière générale, ça permet de travailler le rapport qu'on a à l'erreur. C'est-à-dire, l'erreur n'est pas un problème dans une démarche scientifique. L'erreur, c'est notre base de travail.
c'est là-dessus qu'on avance, quoi. On va en faire plein, il faut les enlever, il faut les éliminer. Donc, le but n'est surtout pas de cacher les erreurs. Et là, on peut faire un lien avec une posture d'enseignant qui est voilà, on sait bien que les élèves, ils ont beaucoup de mal à accepter de laisser sur leur cahier la trace de leur recherche. Ils voudraient que sur leur cahier, souvent, il n'y ait que le savoir validé par l'enseignant et qu'il n'y ait pas la trace de leur raisonnement. Alors que nous, souvent, ce qui nous intéresse, c'est de montrer l'erreur, le parcours qui a, qui a suivi l'élève et qui retienne en fait qu'il en était là et pourquoi il s'était trompé, de manière à ne pas refaire cette erreur. Et en science, en fait, quelque part, l'erreur, c'est un peu notre base de travail. Euh, Là encore, il y a un lien qu'on peut faire avec les grandes idées théoriques développées par Lecointre, notamment dans ce petit bouquin, qui est de dire, en fait, c'est le réalisme et le matérialisme méthodologique, ces deux points qui sont communs à toutes les sciences, donc il vaudrait peut-être mieux appeler la science. Quand je dis ça, quelque part, je ne sais pas si c'est clair, mais je sous-entends que parler d'élèves scientifiques ou pas scientifiques, ou de matières scientifiques ou pas scientifiques, j'espère quand même bien que la parole d'un enseignant, c'est de transmettre du savoir et que ce savoir, il est validé par une communauté scientifique, en l'occurrence, que ce soit des linguistes, des historiens ou des géographes ou des physiciens, mais que du coup, entre guillemets, on est tous profs de sciences, quelque part, à condition, puisqu'on a tous le devoir, entre guillemets, les communautés scientifiques, de respecter ces attendus-là. Donc, j'essaye de casser un peu le clivage scientifique-littéraire qui est souvent utilisé à mauvais escient à mes yeux. Si je reviens là sur le réalisme, c'est l'idée de se confronter à la réalité. Et le matérialisme méthodologique, c'est, pour faire très rapidement, c'est l'idée qu'on a besoin de matière, on a besoin de travailler avec quelque chose. L'historien travaille avec des documents historiques, parfois l'archéologue travaille avec des traces, etc., des fouilles, etc. Mais le physicien travaille avec des expériences. Et du coup, on a besoin de se raccrocher à la réalité à travers la matière. Karine parlait des fantômes tout à l'heure. Voilà, si les fantômes n'ont aucune existence matérielle, ben, ils ne peuvent pas être traités par la science. À partir du moment où quelqu'un prétend que les fantômes ont un impact matériel, alors là, par contre, on va pouvoir aller investiguer avec les outils de la science. Donc, ce rapport à la réalité, c'est quelque chose qui, à mon avis, il faut expliciter aux élèves le plus possible. Je voudrais finir en parlant rapidement du lien avec l'éducation aux médias et à l'information. On a parlé tout à l'heure de la difficulté qu'il y a à pas alimenter une méfiance généralisée. Alors souvent, moi, comment dire, des élèves vont nous parler voilà, je sais pas, récemment, j'ai des élèves qui m'ont parlé d'une histoire d'escalier pour aller sur la Lune. Alors forcément, quand ils me parlent de ça, je tombe des nues, quoi. J'ai envie de me dire, mais comment ils ont réussi à croire, parce qu'ils y croyaient, comment ils ont réussi à croire à ça et à penser qu'ils allaient pouvoir monter sur la Lune via un escalier. Donc j'aimerais qu'ils soient un peu plus méfiants et qu'ils soient moins crédules, en tout cas, évidemment. Et souvent, ce qui est pris par des collègues comme moyen de travailler ça, c'est d'aller travailler des documents faux. Donc là, il y en a un, par exemple, qui est un peu faux, ou on va dire très mal fait, qui est extrait dans le magazine Wapiti de mars 2020, où sur le schéma, alors il y a un texte à côté que j'ai pas mis, qui est plutôt juste pour le coup. Sur le schéma, si on regarde le schéma, on a l'impression que l'explication des saisons, c'est que la France est plus loin ou plus près. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, parce que l'inclinaison de l'axe fait qu'il y a un hémisphère qui est un peu plus près. Mais évidemment, ce n'est pas ce petit rapprochement là, de quelques centaines ou peut-être même milliers de kilomètres en moyenne qui joue sur les 150 millions de kilomètres par rapport au Soleil. Ce n'est pas ça l'explication des changements de température, par exemple, d'une saison à une autre. Donc, on retrouve l'erreur, en fait, qui est quasiment la même erreur que celle que les élèves avaient fait au départ. On la retrouve, en fait, régulièrement, cette erreur. Donc, je peux aller trouver des documents faux pour aller montrer ça. Je le fais de temps en temps, mais je trouve qu'il faut faire attention. Je préfère essayer de développer une confiance raisonnée pour les élèves, déconstruire la crédulité. Finalement, j'ai l'impression que les élèves sont beaucoup plus au courant qu'avant qu'il y a des fake news sur Internet. Voilà, il y a des choses fausses sur Internet. Donc, j'ai l'impression que moi, je pousse plutôt à ce qu'on travaille les axes de travailler la confiance.
Moi, ça m'arrive donc d'utiliser dans des études documentaires l'échelle de preuve. Je pense que l'échelle de preuve est un outil indispensable en éducation aux médias et à l'information. Et c'est rarement l'axe qui est pris par des enseignants quand ce ne sont pas des enseignants de sciences physiques ou de SVT. Or, donc, je trouve qu'on a un rôle, en fait, au final, à jouer en éducation aux médias et à l'information. C'est sûr que l'éducation aux médias et à l'information, c'est connaître le fonctionnement d'une rédaction, le monde de la presse, savoir ce que c'est qu'une tribune d'opinion ou un article, une enquête, par exemple, que ce n'est pas le même statut. Donc, bien sûr, ça, c'est travaillé souvent en français notamment. Mais il y a à un moment donné la question des preuves, notamment qu'une étude, une étude scientifique ne va pas forcément bouleverser le consensus sur un sujet, ou que le témoignage de quelqu'un sur factuel n'est pas, c'est sûrement utile et c'est intéressant de l'analyser, mais n'a pas en soi un statut de preuve très fort. Ça, c'est des choses qui me semblent intéressantes à aller travailler avec les élèves. Si je reprends l'exemple de l'origine de l'eau sur Terre dont je parlais tout à l'heure, c'est intéressant, voilà, parce que l'étude OK, l'enregistrement a repris. Il y a une étude qui n'est pas en accord avec les études précédentes, et ça, je trouve que c'est vraiment, dès que je trouve une occasion de montrer ça aux élèves, je saute dessus, parce que je trouve que c'est très riche d'enseignement. Évidemment, je peux aller travailler le rôle des grandes agences scientifiques, que ce soit, et là, de dire que là, il y a consensus, en fait. Que ce soit sur le GIEC, mais faire connaître ce qui fait consensus, ça me semble quand même très important. Donc là, c'était pour parler des risques de sécheresse, par exemple, dans le dernier rapport du GIEC. Et du coup, vous voyez la question 12 tout en bas, là, je demande explicitement aux élèves quel est le niveau de preuve associé à cette information. C'est-à-dire, je rappelle que c'est un angle de travail. On peut aussi, sur des études de doc, montrer qu'il y a des généralisations abusives, toujours sur la question de l'eau sur Terre. Voilà, moi, je travaille plutôt dans un lieu où il y a beaucoup d'étangs autour, là, dans la Dombe, dans l'Ain. Et évidemment, si je leur dis il y a beaucoup d'eau sur Terre parce qu'il y a beaucoup d'eau, moi, je vois très bien qu'il y a beaucoup d'eau quand je me balade autour de là où j'habite, les élèves sont d'accord pour dire qu'il y a une erreur de raisonnement. Et en même temps, c'est une généralisation abusive. Et mettre le mot sur cette erreur-là, c'est intéressant aussi, évidemment. Ça peut être vu comme le fait de donner un statut trop fort à notre expérience personnelle. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup de lacs. Donc, par contre, qu'est-ce que ça veut dire que je vois beaucoup de lacs? Est-ce que je peux permettre de généraliser ça à tout le monde? Non, évidemment. J'ai parlé tout à l'heure du GIEC. Ça me semble intéressant d'aller ici. Alors là, c'est par exemple pour parler des risques électriques en 5e, je parle du court-circuit ou de l'électrisation, de l'électrocution. Je vais chercher des docs qui sont issus du site de l'INRS. L'idée, c'est de dire, si le consensus scientifique est quelque chose de précieux, comment je peux y avoir accès? Eh bien, il y a des agences, il y a des centres de recherche dont le but est de vulgariser, de communiquer. Alors, il y a une vidéo de présentation de l'INRS, vous avez le lien ici, là, qui est très bien faite, qui est complètement compréhensible par les élèves pour présenter leur travail. Et on comprend très bien que leur but, c'est de vulgariser l'état des connaissances sur un sujet, de faire un travail d'assistance, etc., sur des questions techniques. Donc, il me semble que dans les grands axes d'EMI qu'on peut prendre en tant que prof de physique, il y a l'idée d'utiliser l'échelle des preuves comme un axe d'EMI. Il y a l'idée de faire connaître les noms des relais des consensus scientifiques. Quelque part, on sait qu'un élève qui sort de collège, pour une partie des élèves, son bagage scientifique s'arrête quasiment là, quoi. Donc, il me semble que c'est quand même intéressant qu'un citoyen éclairé sache qu'il est précieux d'avoir une structure sociétale dans laquelle il y a des agences qui se font le relais des consensus scientifiques. On en a besoin. Et si on en a besoin, il faut les défendre, en fait, en tant que citoyen, défendre leur travail, qu'elles aient le moyen de travailler correctement, qu'elles aient les moyens, etc., etc. Donc le CEA, par exemple, ici, sur les exoplanètes, voilà. Essayez de trouver des sources le plus fiables possible quand on peut. On peut aussi trouver des sites qui communiquent, par exemple le site de l'assurance maladie ici, qui nous dit que composé d'eau à 60%, le corps humain est conducteur d'électricité. Et pourtant, quand je fais l'expérience en classe, moi, avec ma petite pile et ma petite ampoule, si je mets mon doigt entre les deux bornes, ça ne marche pas, quoi.
Et puis, si je mets un verre d'eau, ça ne marche pas non plus. Donc, aussi de leur montrer, en fait, les enjeux de communication. C'est que quand on parle, on s'adresse à qui, en fait? Et que là, l'objectif de l'assurance maladie n'est pas de faire un cours de physique sur quand est-ce qu'une eau, alors qu'elle soit pure ou pas pure, contenant des ions ou pas, est conductrice ou pas, et pareil, quelle est la puissance minimum pour que pour que le corps humain devienne conducteur dans certaines conditions, etc. Donc, leur but n'est pas de faire un cours de physique, leur but est de communiquer un message simple et compréhensible pour limiter les risques. Voilà, on peut aussi utiliser des documents en ligne comme ça qui sont ni faux ni justes, en fait, qui sont quelque part à recontextualiser. Et ça aussi, c'est un axe que je trouve intéressant. Je reste sur ces deux idées. Construire l'esprit critique, c'est lutter contre la crédulité, puis identifier des critères pour faire confiance. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.